Normalement, le cadre doit être operculé à 80% pour être certain que le taux d'humidité est bon pour mettre en pot. Alors aujourd'hui, malheureusement, vu le mauvais printemps au début, l'operculation n'est pas suffisante. Alors on va quand même extraire le miel qu'on va rendre aux abeilles. Donc mon fils va utiliser la désoperculatrice et l'extracteur et un micro-ordinateur qui permet de tourner dans les deux sens avec des variations, je dirais, de vitesse différentes pour vraiment optimiser l'extraction du miel. Alors, entre-temps, je vais vous donner d'autres informations. Si vous regardez dans le fond, vous voyez donc une armoire où il est mis 34 degrés. Alors, il faut savoir que le miel, naturellement, il cristallise, donc il se fige. C'est naturel, le miel est un produit vivant. Mais parmi vous, certains consommateurs préfèrent un miel plus onctueux. Alors, comment y arriver sans dénaturer le miel? C'est en le mettant dans une armoire à miel où la température va monter comme la température de la ruche, donc 35 degrés. Donc il faut savoir que dans une ruche, quand la reine pond, il y a 35 degrés. Pas 34, pas 36. C'est nécessaire pour l'évolution du couvert, pour que la larve arrive à terme et devienne une abeille. Une abeille. Voilà. J'ai vu une abeille. Une abeille, t'as vu? Une abeille? Oui, il était rentré là. Oui, j'ai vu. Il était rentré. À 70 degrés, le miel est mort. Vous avez le goût, vous avez la couleur, mais vous n'avez plus le côté thérapeutique. C'est pour ça que quand vous mettez dans du thé, il faut attendre que le thé refroidisse un peu pour mettre votre miel. Alors, je vais vous expliquer comment on obtient du miel. Enfin, je dis comment elles obtiennent du miel. En réalité, les butineuses vont sur les fleurs chercher le nectar. Le nectar, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau aromatisée, légèrement sucrée, mais ce n'est pas du miel. Et alors l'abeille va butiner, elle va mettre tout le nectar dans son jabot et elle va retourner à la ruche. Et en retournant dans la ruche, elle va ajouter dans le nectar déjà une enzyme, l'invertase. On appelle ce principe-là la trophalaxie. Parce que quand elle va arriver à la ruche, sur le pas, sur l'entrée de la ruche, elle va régurgiter le nectar dans une autre abeille, dans le jabot d'une autre abeille, qui elle-même va le faire, et ça va se faire une dizaine de fois. Et cette enzyme va être chaque fois ajoutée en plus. Alors à un moment donné, il y a une abeille qu'on appelle magasinière, qui va prendre ce nectar qui est déjà un peu transformé et qui va le déposer dans une alvéole au-dessus de la ruche, dans la hausse. On appelle ça le magasin à miel. Et à ce moment-là, il va avoir une transformation de ce nectar. Donc au départ, le côté un peu sucré, c'était de la saccharose, mais avec l'enzyme, on va avoir de la fructose, on va avoir du sucre maltose qui va se unir naturellement et surtout du glucose. Et là, on va avoir une deuxième enzyme, glucose oxydase, qui induit le peroxyde d'hydrogène, donc qui permet au miel d'être thérapeutique et surtout, quelque part, désinfectant. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas encore vraiment du miel, c'est déjà un nectar fortement amélioré, mais elles vont commencer à le sécher. Donc c'est les ventileuses qui vont commencer à travailler. Et ils vont faire descendre l'humidité du nectar jusqu'à 17-16%. Et à ce moment-là, elles vont rajouter un bouchon de cire qu'on appelle opercule. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure qu'on enlevait avant d'extraire le miel. Donc,
à ce moment-là, le miel peut se préserver. Donc il faut savoir que l'AFSCA demande aux apiculteurs de mettre une date de péremption de 2 ans, mais qu'en réalité, le miel qui a été bien conditionné peut avoir une durée de vie de 4 siècles. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la pérennité. Maxime. Alors, je vais vous passer un cadre où on montre la gelée royale et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le fonctionnement de la colonie. Donc, la colonie, elle est composée d'une reine. Sa dénomination n'est pas tout à fait exacte parce que avant le XVIIe siècle, on croyait que c'était un roi. Mais c'était une reine. Mais à la Révolution française, on a décidé de la nommer mère. Et je pense que le qualificatif est beaucoup plus approprié. Alors, vous avez des ouvrières. Des ouvrières, c'est des abeilles stériles, donc qui n'ont pas été fécondées, mais qui peuvent, dans le cas d'une reine défaillante, commencer à pondre. Mais pondent uniquement des œufs de mâles, parce qu'elles n'ont pas été fécondées. Alors, vous avez les mâles, qu'on appelle les faux bourdons. On les reconnaît notamment avec les gros yeux qu'ils ont. Donc, ils sont un peu plus gros qu'une abeille et des yeux plus proéminents. Alors, le rôle du mâle, donc du mois d'avril jusqu'à fin juillet, c'est la fécondation. Donc, il ne sait pas se nourrir tout seul, il est nourri par les ouvrières. Son rayon d'action est plus ou moins de 15 km, alors que les ouvrières abeilles font 2 à 2 km et demi. Le lieu de reproduction est important aussi. On appelle ça la zone de congrégation. Donc, c'est-à-dire que c'est une zone qui est délimitée par des champs magnétiques et qui ne change pas. Et c'est, d'un point de vue cylindrique, donc avec un diamètre de 40 mètres, sur une hauteur de 40 mètres, et les faux bourdons restent là. Ils attendent la reine vierge qui vient pour se faire féconder. Et là, c'est 10 à 15 mâles qui vont féconder la reine. Alors, vous avez aussi les ouvrières. Les ouvrières, elles, quand elles naissent, elles ne sont pas totalement matures. On les appelle les imagos. Et puis, elles vont commencer tout de suite, le premier jour, un travail. Le premier travail, c'est nettoyeuse. Donc, ça veut dire qu'elles vont rentrer dans toutes les alvéoles où la reine pond et nettoyer les alvéoles pour que la reine puisse continuer à pondre. Puis, elles vont devenir nourricières. Et nourricières, pourquoi? Parce qu'il y a leurs glandes hypopharyngiennes qui vont se mettre à fonctionner. Et c'est ces glandes-là qui donnent notamment la gelée royale. Et la gelée royale, c'est une nourriture qui est donnée à toutes les larves, sans exception. Les mâles, les ouvrières, eux pendant 3 jours, et la reine pendant toute sa vie. Donc il faut savoir qu'une ouvrière en pleine saison vit 6 semaines, en hiver 6 mois. Un mâle, il vit du mois d'avril jusqu'à fin juillet, parce qu'à ce moment-là, toutes les ouvrières vont tuer les mâles, parce que c'est des bouches inutiles à nourrir. Je vois que madame sourit. Et la reine pendant 4 ans. Enfin, en moyenne, hein, pendant 4 ans. Donc, oui, je vais vous faire passer le cap. Donc, après nourricière, elle va devenir cirière. Donc, ça veut dire que même si elle ne le veut pas, à travers son exosquelette, on va avoir des particules de, elle c'est de la graisse, qui vont sortir du corps et... Ah oui, c'est piqué. C'est piqué? On peut voir si le dard... Oui. Alors, quand vous enlevez un dard, si vous n'aimez pas monsieur, vous le pincez pour mettre tout le venin, sinon vous grattez. Voilà. Merci. Voilà. Parce que la poche à venin continue de fonctionner. Pour se faire piquer. Non, non, mais ce que je vous propose, c'est de vous mettre un peu plus loin au milieu de tout le monde, parce que vous avez des phéromones. Et si une autre abeille sent le venin,
elle va vous piquer au même endroit. Tandis que si vous allez au milieu, c'est les autres qui vont se faire piquer. Alors, où est-ce que j'en étais? Je sais plus moi. À Syrienne. Alors, il faut savoir que pour produire 1 kilo de cire, ça demande, au niveau énergie, 10 kilos de miel. Donc, c'est énorme. Hein. Alors, au niveau de la récolte, les butineuses, sur une ruche, la récolte, c'est plus ou moins entre 180 et 200 kilos de miel. Mais, pas pour l'apiculteur. C'est pour la consommation normale de fonctionnement de la ruche. L'apiculteur, sauf dans des champs de colza ou autres, va récolter entre 15 et 25 kilos. Hein? Donc le reste, oui. Alors, oui, mais les abeilles réagissent à l'odorat aussi, donc aux phéromones qu'on développe. Oui, surtout vous. Non, le parfum et les odeurs corporelles. Et les couleurs sombres aussi. Donc, parce que d'instinct, le prédateur naturel des colonies, c'est l'ours. Donc, voilà. C'est pour ça que les apiculteurs sont habillés en blanc. Donc, voilà. Alors, après les cirières, vous avez les porteuses d'eau. Donc, consommation d'une ruche, 70 litres d'eau par an, parce que c'est ça qui sert à faire l'air chaud dans la ruche. Donc, on appelle ça l'endothermie. Donc, c'est que quand il fait très chaud à l'extérieur, c'est de refroidir avec les ventileuses la ruche. Donc, pour avoir une température qui reste tout le temps à 35 degrés. Ah oui. Peu importe la température à l'extérieur. Et puis, vous avez les gardiennes, notamment, qui piquent quand elles se sentent menacées. Et puis les butineuses, qui, et là c'est pour la petite histoire qui est un peu triste, donc qui meurent pendant la saison d'épuisement, et en général elles restent sur la dernière fleur qu'elles butinent, pour ne pas donner du boulot à leurs consoeurs. Oui, voilà, tout à fait. S'il vous plaît. Elles ont des belles funérailles. Oui, tout à fait. Je les retrouve en général dans la nécrologie. Oui. Donc, voilà. Alors, la reproduction, parce qu'ici on parle d'une reine qui pond, mais elle pond en réalité pour le fonctionnement de la colonie, pas pour la reproduction, alors que tous les êtres vivants et même les végétaux, c'est pratiquement ce qui, surtout pour les hommes, qui nous donnent l'envie de vivre. Hein. Monsieur est d'accord avec moi. La reproduction est de type parental. La reproduction est de type parental, donc c'est la division de la colonie. Donc il y a une partie des abeilles, et c'est notamment les butineuses, qui vont décider de scinder la colonie. On appelle ça l'essaimage. Donc l'essaimage, ça va être la division. Et on va avoir une cellule royale qui va apparaître. Et la cellule royale, quand elle va commencer à être operculée, c'est le signe où ils doivent se séparer. Operculé veut dire Refermer quand on met un bouchon. opercule, c'est comme un Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça c'est le côté général de la vie d'une colonie, évidemment. Maintenant, il faut savoir qu'elles ne produisent pas que le miel, elles produisent la propolis, hein, qui est un produit fantastique. C'est un antibactérien. Oui, il vaut mieux partir, monsieur, sinon, oui, parce que avec votre odeur, sinon on risque d'être piqué. Non, ils vont suivre, hein, on va suivre. Ouais, sérieux. C'est pour ça que quand je me fais piquer, je mets tout de suite de l'huile essentielle, de lavande, pour bloquer, pas pour éviter de ne plus avoir mal, mais C'est un répulsif. oui, voilà, pour... Et la citronnelle aussi. moi, je fais lavande. Je ne sais pas. Citronnelle à la maison. Ouais. Mais enfin, voilà. Alors, la propolis, qui est un antibiotique naturel,
vous avez la gelée royale. Attention, je vous conseille d'aller sur le site sciencepost.fr qui signale que dans le cas de cancer hormonodépendant, ce n'est pas conseillé d'utiliser et de consommer de la gelée royale. Ah, vous êtes au courant? Oui. On est plus allé là. Ah oui, voilà. Donc ça c'est important. Et puis vous avez le pollen. Le pollen, c'est des protéines végétales. Et là, vous pouvez en acheter, soit, je crois que le stand là plus loin en vend, ou alors à la ferme de l'Arc, ils en ont également. Alors je suis à votre écoute pour toutes les questions qui vous interpellent. Pourquoi avoir un miel liquide et un miel plus gramuleux? Alors ça, Parce c'est... que le dernier que je vous ai acheté, il est gramuleux. Oui, mais c'est alors que normal. l'autre, il est- Mais tout à fait. Printemps et été. Ouais, non, le printemps a toujours une cristallisation plus fine. Donc l'été, c'est toute la composante florale. Donc si vous avez un peu plus de glucose dedans, ben, il sera... Oui, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Parce que c'est un produit naturel, 100%. Donc ce que je n'ai pas dit là-bas, c'est que moi je ne fais pas d'ensemencement, je ne mélange pas les miels. Le miel est 100% naturel. Vous jetez pas dessus. Rien du tout, non. Mais l'AFSCA autorise l'ensemencement. L'ensemencement, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser par exemple un miel de colza qui a une cristallisation plus fine. On le mélange avec l'eau de miel. Et comme je vous ai dit, c'est un produit naturel qui a une mémoire, le miel. Donc les deux vont se rencontrer et il y aura une position intermédiaire où la cristallisation sera sympathique. Mais le problème, c'est que le miel de colza, c'est un miel de chou. Donc c'est comme mettre de l'eau dans du bon vin. C'est un choix. Et personnellement, je ne le fais pas. Donc voilà. Et une ruche, sa durée de vie, comment plat. Alors, très bonne C'est question. combien est-ce qu'il y a en dedans? Alors là, en hiver, il faut compter plus ou moins 30 000 individus. 30 000? Oui, mais dans certaines variétés, et notamment tout à l'heure on m'a parlé de l'abeille noire, là on est à 15 000. Hein, donc elles ont des colonies un peu moins populeuses, mais en pleine mielée, là je pense qu'il y en a 50 à 80 000 par ruche. Suivant... Elles sont l'une sur l'autre. Ah non, non, parce que on augmente les volumes, hein, on met des hausses. Hein. Oui, 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 oui. Parce que je crois que c'était ici. Voilà. Non, 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 non. Là, il y en a, c'est des ruchettes. Donc, c'est des divisions. Quand une ruche, une colonie a la fièvre d'essaimage, comme je fonctionne en biodynamie, ben, qu'est-ce que je fais? Je la déménage, je déménage une partie, ils veulent partir. Donc, je déménage une partie, mais dans une ruchette. Parce que si elles partent et qu'elles ne trouvent pas un lieu pour... voilà, donc elles risquent de mourir. Hein. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Oui. Et une abeille peut aller dans une autre ruche? Non. Si, on appelle ça la dérive. Mais si elle va avec du nectar ou du pollen, ça va, pas de souci. Si elle veut rentrer sans rien, c'est une voleuse. Et alors là, elle se fait malmener. La vie d'une ruche, ben, l'organisme est interchangeable. La reine change, les ouvrières changent. Les mâles aussi, évidemment. C'est un organisme qui peut être immortel. Mais à cause du changement. Donc, il faut savoir que l'ancêtre de l'abeille, c'est 100 millions d'années avant notre ère. Donc, l'ancêtre des abeilles a volé à l'époque des dinosaures, hein, 66 millions. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en ait une qui soit reine et pas l'autre? Ah ben, j'aimerais bien le savoir, madame. On est trois chez toi. Parce qu'il y en Non, il y en a qu'une pour oui, ces riches, oui, donc oui. qu'est-ce qui Alors, fait que... les butineuses, quand elles décident d'avoir l'essaimage, elles vont prendre une larve de moins de 3 jours et elles vont, au lieu de operculer, je vais dire, elles vont faire un logement vertical. Donc on appelle ça la cellule royale. Et pourquoi celle-là et pas une autre?
Voilà. Mais il y en a pas qui. Non, parce que Donc elle est obligée il y de a partir, plusieurs, alors, s'il y a il y a- plusieurs, il y a plusieurs cellules royales. Et ça, c'est le rôle de l'apiculteur, de préserver les plus belles. Alors, soit de faire des divisions, changer, soit de supprimer. Et dans les cellules royales, l'apiculteur doit pouvoir lire le cadre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des cellules d'essaimage qui sont sur le périmètre en général. Hein, c'est pas une loi à 100%. Hein. Vous avez des cellules de rémémérage. Donc, ça veut dire que la reine, pour une raison, ne va pas très bien. Et les abeilles décident, sans essaimage, on appelle ça aussi l'anecbalie. Donc, et vous avez des cellules de sauveté. Donc, des fois, des larves de plus de 3 jours, mais la reine n'est plus là pour une raison X, et ils veulent absolument ne pas être orphelines. Donc, voilà. Et c'est à l'apiculteur, chaque fois. Donc, tous les 7 jours, on ouvre toutes les ruches et on regarde tous les cadres. Hein. Donc, c'est du boulot, mais c'est prendre soin des abeilles. Donc, c'est du boulot, hein, je peux vous C'est pas assurer. n'importe qui peut. Ici, on s'amuse, oui, madame. Tantôt, vous avez parlé de la gelée royale. Et j'ai pas entendu, et vous avez dit ça c'est important à savoir, mais j'ai pas entendu. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, hein, parce que moi je suis apiculteur, je ne suis pas médecin et je ne suis pas scientifique, hein, mais je l'ai lu et on me l'a dit également, c'est-à-dire qu'apparemment la gelée royale est déconseillée dans le cas de cancers hormonodépendants. Donc voilà. Et comme je ne suis pas médecin, je dis, allez vous renseigner de votre côté. Internet a de très bonnes choses. Lors d'une réunion apicole, j'étais à côté d'un médecin généraliste et on discutait de ça. Lui, il n'était pas au courant. Donc, voilà. Donc, moi, c'est parce que j'ai fait une conférence sur les abeilles et sur les différents produits dérivés. Et évidemment, comme je pars du principe qu'on a beaucoup de choses à apprendre, ben, je me suis instruit, mais via des sites et des regroupements, des recoupements. Donc voilà. Moi j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous avez des sentiments pour vos abeilles comme nous on a avec notre chat ou notre chien? Je sais pas, vous. Alors, individuellement, non. Ah, la Brigitte, hein. Voilà. Mais par contre, je dois vous avouer qu'avec certaines reines, alors ça peut paraître paradoxal. Non, moi je Donc, m'y attends. quand j'ouvre les ruches, il y a des reines qui sont un peu affolées, nerveuses et tout ça. Et puis, évidemment, ça, c'est l'anthropomorphisme. Hein. Je suis peut-être dans l'erreur. Mais j'ai des fois l'impression que la reine... C'est un être humain. Non, elle ne s'inquiète pas, elle est cool. Et c'est comme si elle venait dire bonjour. Elle vous Ouais. reconnaît. Non, pas du Non? tout. Non, Le non, dehors non. et tout, non? Peut-être. Comme vous dites, on apprend On ne toujours, sait pas. on ne sait jamais. On ne sait pas, mais je pense pas. Mais c'est son comportement. Donc tu vois, c'est moi qui juge que c'est comme ça. Mais ça ne l'est peut-être pas. Hein. Donc il y a certaines colonies, je me dis avant de l'ouvrir, ça va me faire plaisir. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus défensifs. Vous vous méfiez, oui. Oui, et voilà. Mais c'est la nature, hein. Donc l'instinct, il ne faut pas le combattre. Et moi, je n'essaye pas, parce que vous avez vu hier sur RTBF un apiculteur qui ouvrait des ruches sans aucune protection. C'est stupide de montrer ça aux enfants. Oui, c'est sûr. Parce que je peux vous assurer que l'instinct de l'abeille, vous avez bien vu avec monsieur, c'est de se défendre. Donc si elle se sent agressée et ouvrir une ruche, vous l'agressez. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Ben, la grande mode à l'heure actuelle, c'est d'avoir des reines inséminées. Donc comme il n'y a pas trop d'enfants, donc quand il y a la fécondation par 10 à 15 mâles, dans la spermathèque, les différents mâles sont cloisonnés. Donc en réalité, c'est toutes des sœurs et à un certain moment donné, ça va être des demi-sœurs. Quand la reine est inséminée artificiellement, on mélange la semence et on l'introduit dans la reine. Donc la ruche est un peu désorganisée, ce n'est que des demi-sœurs. Et à ce moment-là, vous pouvez y aller en main nue. Ils ont l'instinct beaucoup moins développé. Donc voilà.
Maintenant, c'est confortable pour l'apiculteur, mais c'est, à mon avis, létal à terme pour les abeilles. C'est pas un comportement normal des abeilles. Enfin voilà.